Salutations! Dans un premier temps, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo et qui se sont abonnées. Ça me touche énormément, merci à vous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je souhaiterais aborder un sujet un peu différent. Je vais parler d'un manga, un manga qui a sans doute eu un impact sur celle que je suis aujourd'hui. Ce manga, c'est Family Compo de Tsukasa Hojo. Veuillez excuser ma prononciation déplorable, j'ai bien peur que mon niveau en japonais soit particulièrement mauvais. Family Compo, ou en tout cas son premier chapitre, est sorti en 1996. Son créateur n'est probablement pas inconnu de la génération 80-90, puisqu'il est l'auteur d'œuvres cultes de notre enfance, City Hunter, mieux connu en France sous le nom Nicky Larson, ou encore Cat Size, mieux connu en France sous le nom Cat Size. Qui a écrit ce texte de merde? Pardon, Family Compo, donc. Yanagiba Masahiko, un jeune étudiant de 18 ans, vivait seul avec son père jusqu'il y a encore peu. Malheureusement, après le décès de sa mère lorsqu'il avait 6 ans, c'est son père qui vient de le quitter et de le laisser orphelin et sans famille. Enfin, peut-être pas tout à fait sans famille. Alors que Masahiko envisage déjà devoir prendre un petit boulot pour payer ses factures, il reçoit une visite inattendue, sa tante, Wakane Yukari, l'épouse de Wakane Sora, le jeune frère de sa mère. Vous en faites pas, c'est pas autant le bordel que ça y paraît, on va finir par s'y retrouver. Lui, c'est Yanagiba Masahiko, le personnage principal. Lui, c'est Yanagiba Masashi, son père. Elle, c'est Yanagiba Yoko, sa mère. Lui, c'est Wakane Sora, son oncle, le frère de sa mère. Et elle, c'est Wakane Yukari, sa tante, mariée à Sora. J'espère que c'est plus clair, parce que en fait j'ai menti, ça va devenir encore plus le bordel. Reprenons. Masahiko reçoit donc la visite de sa tante, qui a appris pour le récent décès, et vient lui proposer de loger avec elle, son mari et leur fille, Wakane Shihon. Oui, je sais, c'est elle. Pour faire connaissance et lui laisser le temps d'apprendre à les connaître, elle l'invite ce soir pour l'anniversaire de Shihon. D'abord réticent, Masahiko finit par accepter. Il y découvre un foyer chaleureux, accueillant, doux, chaud, une vraie vie de famille comme il en a toujours rêvé, lui qui vivait presque seul avec un père travailleur et trop absent. La soirée est festive, joyeuse, arrosée, très arrosée, trop arrosée. Le lendemain, par un concours de circonstances idiots, il va se rendre compte que son oncle et sa tante sont en fait un couple inversé. Entre grosses guillemets, je n'aime pas ce terme, mais j'y reviendrai. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, elle, c'est son oncle, et lui, c'est sa tante. Donc, l'arbre généalogique, en fait, c'est ça. Masahiko a tout d'abord l'impression que la famille dont il a tant rêvé est en fait complètement dysfonctionnelle. D'autant qu'il va rapidement apprendre que sa très jolie cousine, qui d'ailleurs ne le laisse pas indifférent, oui je sais, je crois qu'il faut mettre ça sur la différence culturelle, mais ça paraît forcément un peu chelou vu d'ici. Passons pour le moment. Que sa très jolie cousine, donc, pourrait bien être, en fait, son très joli cousin. Le jeune étudiant va d'abord s'enfuir de cet environnement qu'il pense malsain, revenir plus tard en faisant amende honorable, mais en essayant de modifier leur couple, avant finalement d'accepter la situation et de se laisser aller petit à petit. Il finira par rencontrer une grande quantité de personnages divers et variés, dans un premier temps les assistants de son oncle, mangaka, tous travestis, les membres du club de cinéma dont il fait partie, excentrique et, disons-le, plutôt pervers, un humour assez classique dans les mangas, surtout dans ces années-là, et qui me gêne un petit peu, mais aussi un yakuza gay au cœur tendre attiré par les hommes travestis, ou encore son grand-père, en l'occurrence le père de son oncle, mais raccourcissons ce résumé déjà bien trop long, vieil enseignant bourru et conservateur, incapable d'accepter la vie de sa fille, refusant de la genrer au masculin. Et encore plein d'autres personnages, de péripéties, d'histoires, de rencontres, d'intrigues, de drames, de tendresse et d'humour. En gros, pour résumer, disons que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. J'aime beaucoup ce manga. Je pense vraiment que c'est une œuvre qui a façonné celle que je suis aujourd'hui. Elle parle d'amour, de tolérance, de travestissement et bien entendu de transidentité, mais elle a indubitablement mal vieilli. Crevons l'abcès tout de suite pour aborder le sujet qui me gêne,
travestissement contre transidentité. Dans le manga, il n'est à aucun moment fait mention de transidentité, de personnes transgenres, ou pour utiliser le terme plus vieux et aujourd'hui péjoratif, de transsexuels. On ne parle que de travestis. Sora est une femme travestie en homme, Yukari, un homme travesti en femme, les assistants des hommes travestis en femmes, bref, il y a pour moi une erreur de vocabulaire. Yukari vit 100% du temps comme une femme. Elle s'habille comme une femme, se comporte comme une femme, se fait genrer au féminin. La totalité de son expression de genre est féminine, à tel point que personne dans leur entourage ne se doute ni même ne pourrait se douter de quoi que ce soit. C'est à 100% une femme transgenre. Avec un passing de débile, mon Dieu, faites que j'arrive ne serait-ce qu'au 10e de ce passing et je serai la femme la plus heureuse du monde. Et c'est la même chose pour Sora. Maintenant, interrogeons-nous. C'est ainsi que nous voyons les choses avec notre regard actuel, mais dans les années 90. Dans les années 90, est-ce que les termes transgenre, transidentité étaient déjà suffisamment courants pour être utilisés dans une œuvre grand public? Le travestissement, oui, mais la transidentité. Ce que je me rappelle des œuvres culturelles de l'époque, c'est qu'on commençait à nous parler d'homosexualité de façon naturelle, mais de transidentité? Sincèrement, ce n'est même pas que c'était un sujet tabou, c'est que c'était un sujet quasi inexistant. Il est possible qu'au pays du soleil levant, les deux thématiques, travestissement et transidentité, soient liées ou même mélangées et que ce que j'appelle une erreur de traitement dans le manga soit en fait simplement une différence culturelle. En attendant que Louis-San sorte une vidéo sur le sujet, que je serai la première à regarder, ou même qu'il tombe sur cette vidéo, si tu passes par là, ce qui n'a strictement aucune chance d'arriver, coucou Louis-San, installe-toi, prends un café, je t'apporte des petits gâteaux. En attendant d'en savoir plus donc, je vais me contenter de ce que j'ai sous la main, à savoir une version française de l'œuvre. Il est évident que la traduction adapte et transforme certains éléments, mais jusqu'à quel point? Impossible de savoir, et ne maîtrisant pas suffisamment 12 euphémismes le japonais pour pouvoir lire l'œuvre en langue originale, je vais me contenter donc de la version française. Les adaptations françaises de l'époque prenaient des libertés monstres avec leur matériel de départ. Alors, voilà ma question. Comment tout cela était-il géré dans l'œuvre originale? Quel est le regard de la culture japonaise sur les questions de la transidentité et du travestissement? Je me permets donc ce petit disclaimer, tout ce que j'ai dit et tout ce que je vais dire concerne la version française du manga Family Compo de Tsukasa Hojo. Il est possible, et même évident, que l'œuvre originale soit différente. Jusqu'à quel point? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais en soi, ce n'est pas si important. La seule version que nous avons pu lire en France fin des années 90, début des années 2000, c'est cette version imparfaite, mais ô combien touchante, qui a marqué de nombreux adolescents, moi y compris. Donc je viens de passer 2 minutes à expliquer que peut-être que c'est différent au Japon, peut-être que c'est pas différent au Japon, peut-être qu'au final on s'en fout, ce texte est vraiment écrit avec le... Maintenant que cet aparté est fait, reprenons. Family Compo aborde la transidentité avec un regard touchant et bienveillant qu'il est plutôt rare de trouver, même aujourd'hui. Là où à l'époque, les hommes travestis étaient globalement moqués, les femmes travesties montrées du doigt et la transidentité pas ou peu abordée, on trouve une œuvre qui prône la tolérance, condamne et moque la discrimination et invite à l'ouverture d'esprit. Le thème de la transidentité semble d'ailleurs cher au cœur de l'auteur, qui en faisait déjà brièvement mention dans Cat Size et dans City Hunter, mais jamais aussi franchement en faisant le sujet principal de son œuvre. Un autre thème abordé, et selon moi mal abordé, c'est la fluidité de genre. Le personnage de Shion est décrit comme choisissant parfois durant sa vie de vivre en homme ou en femme selon ses envies. Jusque-là, rien de choquant. Ce qui commence à me poser problème, c'est qu'elle n'est abordée en tant qu'homme qu'à de très rares occasions. Globalement, c'est une femme à 100%, mais de temps en temps, en fait, c'est ou ça a été un homme. Plutôt que de nous décrire un personnage dont le genre varie et évolue selon son ressenti et ses envies, on nous montre une femme en nous disant de temps en temps qu'en fait, peut-être que c'est un homme, on ne sait pas. C'est le fameux show don't tell du cinéma. Je veux bien que tu me dises que ton personnage est gender fluide, mais si à aucun moment tu ne nous le montres réellement, alors ça n'a pas d'impact.
on continue de voir une femme. Je n'aime pas non plus les raisons évoquées pour expliquer sa fluidité de genre. Ce qu'on nous dit, c'est que vivant dans un milieu où les genres sont inversés, où son père biologique est en fait un homme habillé en femme, et sa mère biologique, en fait, une femme habillée en homme, alors elle n'a jamais réellement eu de genre sur lequel se fixer et s'est laissée aller selon ses envies du moment. Selon moi, cette idée pose deux problèmes majeurs. Tout d'abord, comme on l'a vu, Yukari vit comme une femme, 100% du temps, et Sora, de la même façon, vit 100% du temps comme un homme. Alors, à quel moment Shion a-t-elle pu avoir l'impression que ses parents changeaient de genre selon leurs envies? Ce n'est pas le cas. De plus, cela sous-entend que le genre est défini, ou au moins influencé par son environnement. Ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas. C'est quelque chose de bien plus complexe et profond, de bien plus instinctif, de bien plus viscéral. Maintenant, encore une fois, remettons-nous dans le contexte. Tout d'abord, Family Compo n'est pas un essai, mais un seinen manga, ou plutôt d'ailleurs, de mon point de vue, un shosei, mais c'est du pinaillage. Un seinen manga, donc, dont le but est le divertissement. Même si c'est une excellente chose qu'il aborde des sujets sensibles et importants, son rôle premier reste le divertissement et pas l'information. Ensuite, rappelons-nous qu'il est sorti dans les années 90, il y a 30 ans. Rien que pour ça, l'œuvre est incroyablement avant-gardiste. J'apprécie également le traitement de la relation entre Shion et Masahiko. Non, pardon, je n'apprécie pas la relation entre Shion et Masahiko, d'accord? Elle me gêne. Écrire une relation entre cousins me gêne énormément, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement dans de nombreux mangas, surtout de l'époque, et j'ai l'impression que c'est une différence culturelle qui peut nous choquer avec des yeux européens, mais qui semble bien plus anecdotique là-bas. Mettons ça de côté si vous voulez bien, pour parler de la fin de l'œuvre. Je précise que je vais ici spoiler la fin du manga. Si vous souhaitez la découvrir par vous-même, coupez à ce moment de la vidéo. Cela dit, précisons quand même que cette fin n'est pas la partie la plus intéressante ni la plus importante de l'œuvre, et que la connaître ne gâchera en rien le plaisir que vous aurez à la lire. Ensuite, Family Compo est sorti dans les années 2000. Vous avez eu 25 ans pour la lire. J'ai le droit de spoiler un peu, non? Merde! Pardon. À la fin, Masahiko finit par accepter les sentiments qu'il a pour Shion, sans savoir si elle est née homme ou femme. Il finit par se dire que ce qu'il apprécie chez elle, ou chez lui, c'est sa personnalité, son caractère, son humour, son charme, bref, ce qui fait que Shion est Shion, et pas qu'elle soit une femme ou un homme, ou encore qu'elle change de genre quand elle le souhaite. Le message final de cette œuvre, finalement, c'est une ode incroyable à l'ouverture d'esprit. Aimer les gens pour ce qu'ils sont intérieurement, pas pour ce à quoi ils ressemblent. Certes, c'est naïf, mais abordé d'une façon plus rare et surtout incroyablement touchante. J'aime beaucoup ce message de fin, que je trouve très approprié et très juste. Shion est-elle un homme? Une femme? Masahiko est-il hétérosexuel, homosexuel, bisexuel? On ne sait pas, on s'en fout, et ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que les deux s'acceptent. Je pourrais continuer à analyser l'œuvre en détail, en écrire des tonnes, mais j'ai l'impression que cette vidéo est déjà bien assez longue, et surtout, ce n'est pas là où je voulais en venir. Je préférerais plutôt vous parler du ressenti que j'ai eu en lisant ce manga, et de l'affection que j'ai pour lui. J'ai dû lire Family Compo quand j'avais aux alentours de 18 ans. J'y ai découvert une œuvre drôle, touchante, mais surtout qui abordait des thèmes qui, inconsciemment, résonnaient en moi. Quelque chose me fascinait dans ces personnages, m'énervait dans d'autres. J'admirais la façon qu'ont Sora et Yukari de s'accepter comme ils sont et de réussir à se faire accepter autour d'eux. Je pestais contre ces personnages qui veulent à tout prix les changer et les faire rentrer dans des cases standards.
Ils sont différents, tant mieux. Laissez-les être ce qu'ils veulent. Ils sont heureux, ils sont beaux, et ils rendent les autres beaux et heureux. Dans le cœur du jeune homme que j'étais à l'époque, toutes ces notions, toutes ces interrogations résonnaient déjà, inconsciemment. Il est certain que cette œuvre, parmi d'autres, m'a permis d'apprendre la tolérance, l'acceptation, de voir les choses avec du recul, de faire preuve d'ouverture d'esprit. Alors, faut-il lire Family Compo aujourd'hui? Eh bien, je pense que oui. Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez foncer. C'est une œuvre divertissante avant tout, drôle et touchante, qui a certes un peu vieilli, mais qui mérite encore le coup d'œil. Un adulte saura faire la part des choses et comprendre l'approche un peu vieillotte des thématiques, mais je pense qu'elle reste parfaitement abordable, même pour un public adolescent à partir de 14 ans. Elle soulèvera des questions, demandera peut-être l'aide d'un adulte pour préciser quelques points dus à sa date de sortie, mais elle permettra d'apporter une première approche de la transidentité et surtout de développer la curiosité, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère que ce petit hors-sujet vous aura intéressé. Il est peut-être un peu tôt pour demander ce genre de choses, mais si elle vous a plu, je vous invite à me le faire savoir par un commentaire, un pouce en l'air, voire même à la partager. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite le meilleur. C'était Nolwenn sur Transistor. À bientôt.